Donc cette vidéo fait suite en fait à des débats que l'on a eu dans d'autres vidéos, plus précisément des débats que j'ai eu avec moi-même, évidemment avec une position intellectuelle fondamentalement subjective, je ne vais pas vous refaire en fait ces discussions avec moi-même, mais en gros, moi je pense que si un article est rédigé par des gens qui connaissent le sujet dont ils traitent, naturellement ils vont employer des mots qui sont sémantiquement riches. Il n'est pas utile d'utiliser des outils qui nous recommanderaient en fait des mots qui seraient plus sémantiquement liés aux mots-clés sur lesquels on vous positionnez l'article, en fait, que le ferait un bon rédacteur. En revanche, si jamais on fait rédiger des articles à 5 € ou à 10 € à l'autre bout du monde sur un sujet un peu spécifique, bah pour le coup, là forcément, on manquera peut-être un petit peu de matière. D'une façon générale, ce qui desservira à la fois la qualité du texte vu par l'internaute, ce qui fera que le texte ne sera pas suffisamment crédible et que l'internaute sans doute s'en ira. Et là, pour le coup, on aura d'autres problèmes que l'enrichissement, pour le coup, sémantique. Ceci étant dit, du coup, moi, ce que je dis souvent, c'est que la perception de la sémantique par les référenceurs est souvent floue. Vous demandez la définition de la sémantique à un référenceur, souvent il aura bien du mal. Donc du coup, j'ai repris ce que c'était que la sémantique. La sémantique, si vous reprenez les études, les définitions communément admises, c'est l'étude de la signification des mots, l'étude des relations entre les mots, l'étude des conditions de vérité d'un énoncé et l'analyse critique d'un discours. Donc vous voyez en fait qu'on est plus simplement dans le fait d'injecter des mots qui sont plus ou moins liés aux autres. Et sachant que dans l'univers du référencement, la sémantique, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser des synonymes d'une liste de mots que l'on veut, enfin du mot sur lequel on veut se positionner. Et puis c'est synonyme parfois d'analyse intelligente des textes. Et là, c'est là qu'est le vrai sujet, c'est qu'on part du principe qu'aujourd'hui Google comprend le contenu des textes. Or, les référenceurs qui ont un peu de bouteille savent bien que même si les lignes pour le coup en fait ont bougé, aujourd'hui encore, alors je vous enregistre la vidéo et on n'est pas en 1995, hein, Google a beaucoup de mal, d'ailleurs qu'en 95 Google n'existait pas, Google a encore beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que le contenu du texte, ce que c'est que d'évaluer son niveau de qualité et encore moins pour le coup d'évaluer son intérêt, son sens, les mouvements de la pensée, etc. Et pourtant on pense on dit depuis déjà plusieurs années que Google est devenu un moteur sémantique, donc du coup il serait capable de comprendre le sens. Ce n'est pas vrai, je ne pense pas, la qualité des textes, et ça supposerait surtout qu'il ait une connaissance globale de tous les sujets. Et c'est vrai que la communication de Google, depuis 2016 à peu près maintenant, depuis que Google dit qu'il est devenu un moteur AI first, donc un moteur propulsé par l'intelligence artificielle, est plutôt ambigu, et lorsqu'on n'a pas une idée de ce qu'il y a sous le capot, en fait on a vite fait de se laisser pour le coup avoir. La réalité, c'est que Google intègre une partie d'analyse de traitement sémantique grâce à deux choses qui sont liées mais qui ne sont pas du tout les mêmes. D'une, une base de données structurée, et d'autre, le machine learning / le deep learning. Donc on va essayer de démystifier ça sans entrer trop dans les détails techniques, et on va reprendre un petit peu ce qui s'est passé dans l'ordre historique. Donc déjà, ça fait une grosse dizaine d'années que Google essaye justement d'approcher un petit peu l'analyse des pages, enfin l'analyse de la pertinence des pages, en dépassant le nombre de fois où un mot est répété dans une page, mais c'est très lent et c'est très laborieux. Ça commence en 2010 par le rachat d'une structure qui s'appelle Freebase. C'était un knowledge graph collaboratif. Alors qu'est-ce que c'est qu'un knowledge graph? Un knowledge graph, c'est une liste d'entités. Donc une entité, ça peut être Raphaël Richard, ça peut être le mot formation, ça peut être le nom d'une société, ça peut être un concept, ça peut être un lieu, une ville, ça peut être un président, une personnalité. Donc tout ça, ce sont des entités. Et à l'époque, Freebase est une des premières tentatives de knowledge graph collaboratif. Donc c'est une sorte de dictionnaire, mais avec des liens pour le coup entre les mots. Donc du coup, Raphaël, il fait partie de l'univers, il est rattaché à l'univers du marketing digital. Il est rattaché à quoi? À l'univers de l'entrepreneuriat par exemple. Et Raphaël
c'est un entrepreneur parmi l'ensemble des entrepreneurs. Et puis Raphaël, il est rattaché par exemple à la ville de Paris, à la fois où il est né, à la fois où il habite. Puis on va arrêter de parler de Raphaël, mais vous voyez un petit peu ce dont je vais parler. Donc du coup, une marque par exemple, ça va être rattaché à une entreprise, ça va être rattaché à une famille de produits. Une entreprise, ça va être rattaché par exemple à une liste potentiellement de magasins, de points de distribution en fait qu'elle détient. Ça va être rattaché à la liste de ses filiales. Donc voilà, ce sont les liens. Donc du coup, Google rachète ce knowledge graph. Donc un knowledge graph, c'est un terme générique, hein. C'est pas pour une propriété, c'est pas un terme qui a été inventé par Google, donc qui lie par des liens de sens, souvent simples pour le coup, des objets qu'on appelle pour le coup entités. Donc, et en 2012, du coup, Google crée son propre knowledge graph qui s'appelle le Google Knowledge Graph, donc du coup qui est constitué d'une liste d'entités, des marques, des personnes, des entreprises, des filiales, des lieux. Et sur quoi il s'appuie? Il s'appuie sur grosso modo le cadre technique de Freebase qu'il a racheté et qu'il a enrichi, et il va aller taper dans la principale base de connaissances, celle qui référence le plus grand nombre d'entités, d'objets, qui est Wikipédia. Et puis on dit aussi souvent qu'il va chercher dans Wikidata et dans le CIA World Factbook. CIA World Factbook renvoie des informations sur les pays, sur les villes, sur l'économie, et ça alimente vraiment une partie très spécifique, très réduite du knowledge graph. Wikipédia, vous voyez ce que c'est. Wikidata, c'est un peu la même chose que Wikipédia, mais sans tous les textes, en gros sans toutes les explications. Il n'y a plus que des objets. Donc il y a Emmanuel Macron, il a dans Wikidata, Emmanuel Macron n'a pas une fiche qui raconte toute son histoire, sa prise de pouvoir, les polémiques, etc. comme dans Wikipédia. Emmanuel Macron, il est dans la case France, président, j'imagine aussi ministre de l'économie. Il est relié à une autre entité qui s'appelle La République En Marche. Il est relié par des liens d'époux à épouse à Brigitte Macron, etc. etc. Donc du coup, c'est juste un objet qui a des liens pour le coup avec d'autres. Et c'est dans Wikidata, par exemple, qu'on va avoir des liens entre une entreprise, par exemple, et l'ensemble de ses points de vente. Alors si jamais ça a été pour le coup renseigné. Wikidata, ça peut être alimenté, par exemple, votre entreprise, elle peut être dans Wikidata, parce que votre entreprise a été citée, a été l'objet principal en fait d'un article sur un site qu'elle compulse, enfin qu'elle consulte régulièrement, et donc du coup elle a détecté votre entité entreprise en fait à travers cet article. Et puis si jamais dans cet article en fait on indique que vous venez de racheter une autre entreprise, il y aura deux entités, l'entreprise que vous avez achetée et puis pour le coup votre entreprise. Et donc du coup si initialement, donc du coup les sources essentiellement qui alimentaient le knowledge graph, c'était Wikipédia, Wikidata, le CIA World Factbook. Aujourd'hui, en fait, vous avez des centaines de sites qui permettent de faire évoluer, qui alimentent ton contenu, pour le coup, le contenu de du knowledge graph de Google. Alors, à l'origine, les recherches un petit peu, ou les réponses intelligentes qui étaient générées par Google, donc par exemple ce qu'on cite souvent comme exemple pour montrer que Google est devenu un moteur d'intelligence artificielle qui fait de la sémantique, c'est que quand vous tapez par exemple, vous réalisez une recherche du type quel est l'âge, ou quel est l'âge de la femme de Macron, normalement il doit me donner la réponse, 69 ans. Pourquoi? Parce que dans le knowledge graph, on a un objet qui est Emmanuel Macron, un autre objet qui est lié par des liens de mariage, on va dire d'époux et épouse, qui est Brigitte Macron, et dans Wikidata, dans le knowledge graph, pardon, on a la date de naissance qui permet de calculer l'âge de Brigitte Macron. Maintenant, vous posez la même question pour Raphaël Richard, et bien pour le coup, il n'y aura aucune réponse, et là on retombe sur une recherche par mots-clés brutasse qui n'a aucun sens. Et là, vous voyez, on a Mélanie Thierry, Wikipédia, parce qu'il a vu, elle est âgée, femme, voilà. Donc là, vous voyez, on n'est plus du tout dans dans le moteur de recherche intelligent. Pourquoi? Parce que le gros des requêtes sont de ce type-là, en fait, sont traitées par, s'alimentent sur la base de Wikidata. Et si Wikidata
pêche ne renvoie aucune réponse, bah du coup c'est une simple recherche par mots-clés pour le coup qui est renvoyée. Et puis à partir de 2016 et en 2021, là il y a le machine learning qui s'en mêle avec BERT et Moom dont on va parler dans une autre vidéo.